Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à tous donc dans cette table ronde où nous allons essayer d'imaginer quelles seront demain nos relations entre nous, assurés médicaux, qu'on soit dans un système d'assurance maladie public ou privé, et donc notre assureur maladie. Pourquoi? Tout simplement parce que le numérique aujourd'hui a complètement bouleversé des pans entiers de notre économie, de notre activité quotidienne, qu'il s'agisse de la banque, du voyage, des transports, des taxis, des médias. On voit des modèles économiques totalement ébranlés depuis une petite dizaine d'années, des modèles qui sont à reconstruire, qui sont à réinventer, avec à chaque fois de nouveaux entrants sur ces secteurs qu'on n'attendait pas forcément. Alors la santé, pour l'instant, a échappé à ce phénomène, mais pour combien de temps encore? C'est ce que nous allons nous demander dans cette table ronde, où j'ai le plaisir d'accueillir Kathleen Frisby, qui est directrice exécutive santé connectée au VA, qui est l'organisme de soins des vétérans aux États-Unis, qui est un organisme qui gère un système de A à Z, donc y compris des établissements de soins. À mes côtés également Jean-Louis Daven, la MGEN, donc la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale. Là aussi, on l'oublie parfois, mais système complet de santé, puisque vous avez des établissements de soins également que vous gérez en propre, mais vous êtes aussi mutuelle complémentaire. Et puis Rolrey González Olalia, qui est coordinateur santé, directeur de TIC Biomed en Espagne. Mais juste avant de débuter cette table ronde, peut-être pour prendre en compte, pour voir les changements qui sont en train d'apparaître dans nos relations entre assurés et système d'assurance maladie, on avait envie de vous montrer une start-up qui s'appelle Oscar, qui a été montée aux États-Unis par de jeunes, à chaque fois on est surpris, par de jeunes Américains. Alors elle se présente comme un assureur santé avec énormément de services en ligne. Vous allez voir, il y a la prise de rendez-vous, le coût des soins. Et on va la découvrir en images dans quelques instants, mais sachez que cette start-up, 16 mois seulement après sa création, 16 mois seulement, elle est déjà valorisée à 1,5 milliard de dollars. C'est-à-dire que là, vous voyez la valeur qui est allée très vite et le changement très fort qu'elle a pu induire. C'est un nouveau modèle économique, ce sont de nouveaux outils technologiques qui séduisent notamment les jeunes générations. Alors qu'est-ce que propose Oscar précisément? C'est ce que l'on va voir tout de suite en images. We've made finding care easy. You can search doctors, appointments, drugs, and more. Just open the Oscar app and tap Search for Care. Then just select what you need. Let's say you have a weird rash. We got you covered. You could talk to a doctor now for free, right from home, or maybe you want to see a dermatologist. No referral needed. Doctors are sorted by their appointment availability and their distance to you. Then just select the doctor that works best for you. And scroll to learn about each doctor's background and specialties. Sometimes you need to talk to a doctor right away. No problem. It's easy and free. Tap Talk to a Doctor and request a call. If there's more than one Oscar member on your plan, just select who needs care. Doctors can write and refill prescriptions too. So just select the pharmacy that works best for you. Adding a photo of what's wrong can help a doctor diagnose. Especially great for skin and eye issues. Make sure it's in focus. Then just describe what's going on. That's it. One of our doctors will call you in 10 minutes. It's that easy. Everything is confidential too. There's really no such thing as a silly or weird question. Now let's find the right doctor. No need to procrastinate. Tap the O icon in the bottom right. Now ask us anything. Message or call us with what's going on and we can help. We'll check with your nurse to make sure you see the right doctor for your type of issue. Our team can then conduct a search for doctors near you and share a list of in-network options within 48 hours. We'll make sure they're accepting new patients and have appointment availability. And if anything comes up, just tap the O icon or call us to talk to your concierge. Teddy. Nurse Marin. Michael. Kelly. You're busy. Oscar's easy. Voilà, You're busy, Oscar is easy. Jean-Yves Davet, ça vous fait rêver, ça? On a quand même une application, on a un problème, là on a eu dermato, paf, je tape simplement le nom, il va me trouver le docteur à côté de chez moi, le géolocaliser, m'aider à prendre un rendez-vous. Il va même, en fonction aussi de mes renseignements sur mon assurance de santé, ma mutuelle, me donner le coût de ce que ça va me coûter derrière. Ça vous fait rêver, vous, à la MGEN, une application comme ça?
Des applications sont en cours de développement en France. Il y a quand même pas mal d'opérateurs. Alors, à la MGE, ils ont tout intégré. Hein. Voilà, ils ont tout intégré. Ouais. Moi, ce que je retiens, en fait, c'est qu'on rentre par l'expérience utilisateur. Et qu'en France, c'est sûr que l'assurance santé, qu'elle soit obligatoire ou complémentaire, c'est compliqué. Donc, dès le moment où c'est compliqué, il y a de la place pour des nouveaux entrants. Oscar rentre, pour moi, par le service. Et l'assurance devient un produit secondaire, ce qui est le risque pour les assureurs. Oui, parce que demain, on peut imaginer une application type Oscar, pourquoi pas même d'ailleurs Oscar, qui arrive en France, mais qui, peu importe qu'on soit à la MGEN ou Château, tel ou autre mutuelle ou service d'assurance, après tout, il va gérer tout le monde et puis ça sera notre point d'entrée pour tout le service de santé. C'est toujours la question, est-ce que quelqu'un va se positionner et rafler tout sur la chaîne de valeur? Donc, je pense qu'on n'en est pas encore là pour Oscar, il y a quand même encore pas mal d'étapes à franchir, mais bon, bien évidemment, c'est une source de progrès. Un nouveau marché, nouveaux entrants, hein, toujours. Kathleen Frisby, vous connaissiez Oscar? Est-ce que vous savez si c'est une solution, une application qui est populaire aux États-Unis? Oh, prenez le micro, s'il vous plaît, voilà. It is very well known in the United States amongst other companies like Oscar, such as American Well and Teladoc. It serves a particular segment of the population. It tends to provide care for very low-level kinds of conditions. As it said, skin conditions, for example. So it serves a very limited portion of the market, but to the extent that you can drive the market that needs the low-level care to Oscar, you're actually increasing value because you've appropriately matched your resources to the demand. And so it does serve a purpose. Est-ce qu'une application comme Oscar, une société comme Oscar, on peut dire, a bousculé l'organisation et le marché de l'assurance maladie aux États-Unis? I think they have, companies like that have, they're disruptive and they've created a niche for themselves, and it's a multi-billion-dollar a year industry right now, video care in the US. A lot of the insurance companies have contracted with companies like that in order to drive the low-level care to organizations like Oscar. Ouais, je rappelle les chiffres, hein, quand même, $1,5 milliard de valorisation 16 mois après sa création, et puis des jeunes start-upers extrêmement talentueux qui ont eu l'idée. Jorge Olalia, je voulais aussi votre sentiment sur Oscar. Est-ce que dans un modèle espagnol, par exemple, qui est un modèle très intégré quand même, hein, de santé publique, avec une très grande force du public, une véritable intégration entre tous les acteurs, est-ce qu'il y a de la place pour quelqu'un comme Oscar? Right. What we are seeing right now in Spain, and I think in other countries in Europe, is that the traditional insurance companies, they are adopting technology. Like, for example, Sanitas, that belongs to Bupa, they have a new system that is called Blua, where they allow you to do a lot of interaction. They actually give you a tablet when you sign up for Blua. So they have a teleconsultation and other services that are enabled by technology. We have another example, for example, Medictor here is a Spanish enterprise, is also dealing with DKV, and they are having a system, pre-diagnose system checker and they are integrating that into the platform. So what we are seeing in Spain is that, and it's curious, it's like in the last two years, we are seeing a kind of race of integrating technology in the traditional setting of insurances. Of course, it's not as disruptive as Oscar, but we see that there is a move, something that 5 years ago, I can tell you, it wasn't there. Les choses bougent, hein, elles arrivent très vite. Je vous propose justement, à travers nos trois invités, d'avoir trois peut-être regards différents sur les modifications de relations entre un assuré et puis son assureur, qu'il soit public ou privé. Je vais donc laisser la parole tout de suite à Kathleen Frisby, qui va nous présenter ce système des vétérans américains et les chantiers en cours. Je vous laisse aller au pupitre pour assurer votre présentation. Merci. Alors, quelques questions quand même que je voulais vous poser. Je pose aussi à Jorge Olalia et à Kathleen Frisby. Première chose, on voit bien chez les VA l'ensemble de palettes de services qui ont été développés, aussi bien en échange de données, sécurisation de données, cohorte de patients, récupération
de statistiques, aide à ce que le patient soit mieux impliqué dans la gestion de sa maladie. Est-ce que, d'abord, ce n'est pas l'avenir de la télésanté, et pour faire cela, est-ce qu'on n'est pas contraint d'être dans un système totalement intégré? Les VA peuvent le faire parce qu'ils ont beaucoup d'établissements de soins qui gèrent la totalité, ce qu'on appellerait ici médecins de famille, soins de ville, la clinique, les spécialistes, le soin à domicile, etc. Et est-ce qu'un acteur mutualiste, pour le coup en France, dans un contexte français, n'est pas quelque part condamné puisqu'il ne peut pas assurer la totalité de la chaîne de soins? Jean-Louis Davet. Alors tout dépend de ce que vous appelez la totalité de la chaîne de soins, parce que nous on considère qu'on est présent sur une gamme suffisamment large sur la chaîne de valeur pour être capable de tisser ce continuum. La question, elle est la réalisation. On a, là je parlais des réseaux de soins, le groupe qu'on crée, ça va être le premier réseau de soins non lucratif en France. Par ailleurs, ça va représenter 900 établissements. Il faut après regarder à l'échelle en établissement, française. Mais je pense de la médecine de ville, la médecine de soins, éventuellement du suivi à domicile ou autre. Également, une mutuelle n'est pas empêchée par ça. Son statut lui permet d'avoir, ne serait-ce qu'en filialisant, toutes ces activités. La vraie bataille qu'on observe, si je rapproche les expériences que nous avons côté VHA et côté MGN, Isti Harmony, avec l'exemple que vous citiez sur Oscar, c'est qu'on a d'un côté des acteurs qui misent sur l'intégration, la richesse de toutes les données, je ne vais pas dire uniquement propriétaires, mais dans un écosystème très ouvert, et il y en a d'autres qui rentrent uniquement par l'expérience utilisateur et qui marginalisent le reste et qui essaient de capter le premier maillon. Pour moi, la bataille, elle est là. Elle est entre ces deux. Alors, probablement, les vainqueurs seront quelque part entre les deux. Tout ça va évoluer, mais elle est beaucoup plus là que sur le statut mutualiste qui n'empêche rien et qui, au contraire, à mon sens, permet d'associer beaucoup plus l'adhérent. On parlait tout à l'heure d'empowerment. C'est quand même l'essence de la mutualité, de faire intervenir les adhérents, les militants, en votant la nature des services et des garanties qu'ils estiment être bons pour eux. Je pose la question, Jorge Lalia, on vous entendra dans quelques minutes faire votre présentation, mais auparavant... Non. Je voulais, avant de vous entendre, je voulais simplement vous poser une question, la même question, pour vous qui avez un regard européen sur ce qui se passe au niveau de la structuration des services de santé. Est-ce que la médecine, la télémédecine, télésanté, médecine digitale ne passe pas obligatoirement par une intégration de la totalité de la chaîne de santé, c'est-à-dire le médecin de famille, le médecin spécialiste, l'établissement hospitalier, le soin à domicile, pour pouvoir collecter toutes les données sur la personne et proposer le meilleur service? Well, I don't see that happen. I mean, I think that everything is driven by incentives, and right now there are no really incentives for telemedicine in the traditional healthcare, because actually they tell you this is very nice, but if I don't see the patient, I cannot charge. So right now, I think the problem is not technology. Actually, I think we have too much technology. The problem is that the model is not aligned with the incentives that will make the providers ask for technology. Okay, so we are all driven by incentives, and the incentives are not aligned. And Kathleen was asking yesterday, do we have bundled payments? No, we are fee for service. And this is not going to change because in Europe we are 27 countries, and actually healthcare is dealt at regional level. So even if the 27 countries will agree on moving from fee-for-service into a kind of paper outcome, they will still need to negotiate in each of the regions of those countries. So I don't know when we are going to have that. Until we don't have that, then it will be us pushing technology for people that with the status quo, they don't want to have that. So that's our challenge. Ceci dit, comment arriver à un meilleur service, à une meilleure relation, parce que c'est le thème de cette table ronde, avec des patients, lorsque, comme en France, on a un système de médecin de ville, médecin de famille qui est indépendant, qui a ses propres données, son propre business model, sa propre régulation, des hôpitaux publics qui sont dans un autre écosystème, d'une autre manière, des hôpitaux privés qui sont encore complètement séparés, qui fonctionnent d'une autre manière, des services à domicile qui sont aussi éclatés, indépendants et qui ne sont pas reliés au reste du système de santé. Comment arriver à proposer quelque chose d'aussi intégré que ce que l'on a vu aux États-Unis? Kathleen gave a very good answer yesterday to that question.
and is to have a major crisis. Is that true or not? We talk about that. That's what happened in the veteran administration. Maybe you are better in my position to explain that. Well, never let a good crisis go wasted. It helps. And, excuse me. You absolutely must understand what motivates each person and align the motives so that they're directed at what you're trying to accomplish. If you don't understand what motivates people, you can't change people. Alors on peut garder le micro s'il vous plaît. Je voulais justement vous poser une autre question. En vous entendant l'un et l'autre, c'est vrai que une des traditions, en tout cas françaises, c'est la solidarité du système de santé. On a des personnes vaillantes qui cotisent, la même chose que des personnes qui ont besoin de plus de soins derrière. Est-ce que le fait d'arriver à mieux connaître de manière très individualisée la santé de ces patients peut changer le business model? Chez vous, a pu entraîner éventuellement de la concurrence, qui fait que certains assureurs vont pouvoir plutôt assurer des populations en bonne santé, et que les populations qui ont une santé plus défaillante vont se retrouver chez d'autres assureurs, voire sans assureurs. So I'm going to repeat because I'm not entirely sure what you're asking. So you started off saying something about if we better understood the patient's journey, if we better understood that. La question, c'est qu'aujourd'hui, avec les données de santé qui vous remontent sur chacun de vos assurés, vous savez qui est en bonne santé et qui a une santé plus défaillante. Vous pouvez avoir la tentation de garder les personnes qui sont en bonne santé chez vous, éventuellement de ne pas garder ou moins accepter des personnes défaillantes, ou certains de vos concurrents peuvent avoir aussi la tentation d'aller vous voler quelque part les personnes en bonne santé. I see. So that is the age-old question of insurance, right? If you have insurance companies that can cherry-pick the healthy and you leave the unhealthy behind, it defeats the purpose of spreading risk. So you can't have that in a country that relies on insurance companies. You've got to distribute the risk equally. And you're right, the more information that you have about an individual, the more tempting it becomes for a particular company to weed out the risky patients. So I think you're asking if I have a solution. I don't think I have a solution to that. It's a risk, but maybe you have a Jean-Louis Davet, après il y a un deuxième micro également ici. I would be quite happy to have a final solution for this, but no. Simplement, ça va rendre les choses beaucoup plus aiguës que ça ne l'était. Mais il ne faut pas se leurrer. Si on voulait segmenter en France, on saurait. Il y a quand même beaucoup de moyens indirects de mieux connaître le risque. Mais simplement, ça va prendre une grande proportion. Une proportion bien plus dramatique. Mais ce qui est intéressant, c'est je crois qu'il y aura une table ronde tout à l'heure sur le règlement sur la protection des données. Bon. Mais je voudrais juste extrapoler, parce que je ne suis pas sûr que ça soit évoqué tout à l'heure. Il y a une clause qui va parler de la portabilité des données. Alors la portabilité des données, c'est quoi? C'est l'individu pourra demander à l'entreprise qui détient des données sur lui de les lui restituer. Et là, ça va poser une autre question, parce que n'importe qui pourra demander, dans l'avenir, parce qu'il faut que les gens comprennent avant, pourra demander à n'importe quel assureur de restituer les données. Donc ça va changer, ça va totalement changer les règles du jeu, et je serais curieux de voir ce que ça va donner en matière d'incidence sur l'assurance. Mais en tout cas, c'est une fois encore l'individu qui devra se retrouver au centre du jeu, et il faudra que ça soit lui le hub qui décide ou pas que ces données transitent d'un assureur à l'autre. Et là, je pense que ça va être une nouvelle bataille. Kathleen Frisby, tout le panel de services et la nouvelle relation en fait, que vous avez testée avec vos assurés, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est un argument concurrentiel, finalement, pour aller chercher de nouveaux assurés à venir vers votre système plutôt que vers un autre? Jan, I think I need to be clear. So our patients elect to enroll in the VA healthcare system. And to some extent, we're an insurer, but they also use services from outside the VA provided through other third-party insurance companies. So
I'm trying to understand your question again. You're asking if we have a model in VA that we could apply for a new way to do insurance. Is that what you're asking? Par exemple, ou alors même si on sort de l'administration, enfin du système VA, et qu'on va sur des systèmes d'assurance, on va dire privés aux États-Unis, et il y en a beaucoup, est-ce que les nouveaux services proposés aux assurés, tels que vous nous l'avez dit, sur justement de meilleures implications dans sa maladie, de meilleurs conseils, un accès plus facile aux soins, est-ce que de manière générale, hors des VA, c'est un argument concurrentiel aujourd'hui pour un assureur pour aller chercher des assurés? Okay, yeah, I get it. So I think that 10 years from now, the most successful insurance companies will be those that can compete for patients based on their ability to understand the data about the patient and personalize the care that they deliver. That will be the defining qualification for how I as a patient choose my insurer. That's what I predict. And that's why this data has so much value, because the group that can make the most high-end analytics to be able to make it useful are the ones that are going to be able to attract the highest number of patients. Est-ce que, je fais une toute petite parenthèse, mais est-ce que les changements que vous apportez là peuvent être comparés à la rupture qu'a apporté un acteur comme Uber, par exemple, par rapport au taxi? Finalement, lorsque l'on compare, Uber et le taxi, ils proposent le même service. On prend un véhicule avec un chauffeur qui nous amène d'un point A à un point B. Mais Uber, on a juste appuyé sur une application, on a des personnes, ça nous géolocalise, on sait combien de temps on attend, on ne paye pas directement, c'est débité sur un compte bancaire et la facture arrive en 10 secondes. Est-ce que, et ça c'est très séduisant, pas que pour les jeunes générations, est-ce que vous observez le même changement dans la relation client qui est en train de se passer dans le monde de la santé? So, and I think Mark should answer this question in a way, because what he was talking about yesterday was that the trend is to allow consumers to develop platforms that basically control the ground rules, but allow consumers to have more freedom to do the things that they want. And so Uber in itself was not any more disruptive than Amazon or e-banking, or getting the destruction of the travel insurance, travel agent industry by getting all of your travel information via the web. So all of these technologies, everything we're talking about, is driving power to the consumer away from the traditional companies into the consumer's hand. So this is just a pattern that we're seeing, and this is just more of that same pattern. Et ensuite Jean-Louis David. I think that all these comparisons with Uber and then Khosla, the investor, saying that the doctor is going to disappear in 2000 is doing so much damage to the digital health sector, because it is not about replacing the doctor. It's about co-creation with the healthcare community. It's about all together delivering value to the patient, at least seeing the patient that really delivers the service that they need. Because right now, we are all saying the patient in the center of the system is a lie. It's a lie, okay? It's the system in the center of the system, it's the healthcare professionals in the center of the system. So, thanks to co-creation and to new ways of doing things, of technology empowering healthcare organizations, healthcare professionals, the patients, we will get into that. All the comparisons with other sectors are damaging the vision of digital health, as a personal opinion. Jean-Louis David, vous vouliez également compléter. Oui, c'est intéressant de voir qu'on partage la même vision de trois coins du monde différents, parce que là encore, j'ai en tête votre premier film au début, mais Uber, c'est rentré par l'expérience client, mais ça a permis de bouleverser un peu le secteur, dans la mesure où maintenant les grandes compagnies de taxi sont mises à avoir un niveau de service au moins équivalent à celui d'Uber.
Maintenant, c'est les chauffeurs d'Uber qui se mettent à avoir des problèmes sur l'automatisation du management et leur fils qui continue à décroître. Donc c'est vrai que c'est des grands cycles. Il y a des gens qui entrent sur le marché, qui bouleversent les règles, d'autres vont s'en emparer, et comme ça évolue. Mais bien évidemment, je ne crois pas non plus à l'ubérisation de la médecine au sens où on l'emploie là, c'est-à-dire qu'on ferait disparaître tous les acteurs traditionnels. L'intelligence artificielle, c'est une aide à la décision pour le médecin. Ça ne va pas remplacer les médecins. Je partage complètement ce qui vient d'être dit. Il y a l'intelligence artificielle, la notion de service également qui arrive derrière. Toute dernière question, puis pendant ce temps, Jorge Olalia va pouvoir se préparer à nous faire sa présentation. Une dernière question pour vous, Jean-Louis Davet, puisque je vous entendais parler de la prévention et l'enjeu de la prévention, thème qui revient de manière récurrente ici, et entre un assureur et un assuré. Il y a là aussi une belle marge de progression. Hier, nous entendions Monique Cavalier, qui est directrice de l'ARS d'Occitanie, nous dire nous devons nous poser des questions sur les campagnes de prévention que nous avons lancées sur manger 5 fruits et légumes, arrêter de fumer, etc. On s'aperçoit en fait que les classes les plus favorisées, elles, ils sont très réceptives et mangent plus de fruits et légumes et arrêtent de fumer. Alors que dans les classes les moins favorisées, on a une progression du tabagisme, on a une progression de l'obésité, de mal manger. On doit, elle me disait, nous devons nous remettre en question sur la manière dont nous jouons la prévention. Mais est-ce que l'une des clés de cette solution n'est pas dans la relation entre l'assuré et son assureur? Vous dites faire de la prévention, mais si on connaît encore mieux son assuré et qu'on peut personnaliser ces messages de prévention, est-ce que vous n'allez pas être plus performant demain, à condition d'avoir la main sur les données de l'assuré? Si, tout à fait. C'est-à-dire que la question que vous évoquez sur la prévention, je pourrais la schématiser de la manière suivante. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un il faut manger 5 fruits et légumes par jour, c'est une chose. S'il faut lui dire si tu ne manges pas une fraise de plus, je caricature, tu as un AVC demain, ça va changer radicalement les choses. Alors sans aller à cet extrême, on voit bien qu'il faut s'adresser, il faut savoir exactement ce que pense l'individu, et il faut s'adresser à lui. Et la prévention, on en parle depuis longtemps en assurance, ça a souvent été de la cosmétique, pour des raisons économiques que je citais tout à l'heure. Donc c'est probablement le numérique et toutes les capacités qui tournent autour qui vont nous permettre enfin de faire d'un slogan une réalité.